Depuis la nuit des temps, la femme africaine n'est pas seulement celle qui donne la vie, elle est celle qui porte la mémoire de la vie. Dans son ventre, dans sa parole, dans son silence se transmettent les histoires, les blessures et les bénédictions de toute une lignée. Pourtant, au fil des générations, beaucoup de femmes ont oublié cette puissance sacrée, cette capacité naturelle à guérir, à rétablir l'équilibre, à faire circuler la lumière entre les mondes visibles et invisibles. Aujourd'hui, dans un monde en quête de repères, il devient essentiel de redonner à la femme sa juste place, celle de gardienne de la mémoire et de guérisseuse des lignées. Et pour en parler, je reçois encore une fois de plus ce matin une invitée d'exception, une femme de savoir et de cœur, une thérapeute transgénérationnelle qui réconcilie la science moderne et la sagesse ancestrale africaine, également fondatrice par ailleurs du concept Dame Lune. Avec elle, nous explorerons le rôle spirituel et énergétique de la femme dans la guérison des familles, la transmission de la mémoire et la renaissance de nos sociétés. Bienvenue dans Sagesse Kamit, l'espace de la parole qui soigne et de la connaissance qui élève. Je suis certain que vous brûlez d'envie déjà de la voir et de l'écouter, mais permettez-moi avant de prendre une petite respiration du côté de la régie et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamit, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau, madame, messieurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et c'est votre émission Sagesse Kamit avec la sœur Mukongo Okali, encore dit Anikmo. Nous allons aborder une thématique d'une importance capitale ce matin. Nous l'avons d'ailleurs dit avant-hier mardi, la femme africaine, gardienne de la mémoire et guérisseuse des lignées. C'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille une fois de plus ce matin, ma sœur. Comment ça va? Je vais bien, merci, bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors le retour par rapport à l'émission de jeudi, de mardi dernier, est-ce que tu as eu des retours? Beaucoup de succès, les gens ont apprécié. Donc j'ai eu des contacts, vraiment. Les gens sont en quête de savoir qui ils sont. Et je me fais un grand plaisir de leur répondre. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Justement, comme cet abonné qui a envoyé un message, c'est vrai que je ne saisis pas bien ce qu'il dit, mais il a une certaine préoccupation. Et c'est aussi ça qu'Kemet TV. Hein. Même quand on commente négativement, il est de notre responsabilité de revenir là-dessus pour apporter d'amples explications pour une bonne compréhension, n'est-ce pas, de cela. Il dit ceci, je cite, « Waouh, vraiment, cette chaîne, est-ce que c'est ce message-là ?» Voilà, il dit ceci. Je ne ferai pas de commentaires, mais j'ai une ou deux questions pour la dame et j'espère que les deux questions lui seront posées. Première question, que représente la couleur or et vert? Deuxième question, appartient-elle à la secte de Istar? Bon, c'est vrai que c'est décousu, mais je vais essayer de reformuler pour que ce soit cohérent. Il veut savoir si tu appartiens à la secte qui s'appelle
Ishtar. Et il dit, il souhaite avoir les réponses à l'émission de jeudi, dont l'émission de ce matin, et que beaucoup écouteront. Même si vous commentez, écoutez avant sans trop de compliments et sans complimenter ce que tu dis. Donc, il demande aux gens de ne pas être émotifs dans ce que tu dis, mais qu'il faut un certain raisonnement avant, n'est-ce pas, de commenter. Je crois que c'est ce qu'il dit. Mais je pense que l'essentiel, ce sont les deux questions qui sont posées. Alors, ma soeur, j'espère que tu vas apporter des éclaircissements par rapport à cela. Bon, je vais commencer par répondre à la première question, à savoir c'est quoi la signification des deux couleurs or et vert. La couleur verte, c'est d'abord une... Enfin, je vais commencer par la couleur or. La couleur or symbolise la royauté et la richesse. Ce qui fait que nos ancêtres utilisaient de l'or pour symboliser, c'était le roi qui utilisait de l'or pour symboliser la royauté, la richesse. Et cette même couleur va être, l'or en lui-même comme métal est une protection. Parce que on utilise aussi de l'or pour se protéger des énergies négatives. Donc ça c'est pour l'or. La couleur vert c'est simplement l'espoir, c'est le futur, l'avenir, la jeunesse. Donc ici je vois qu'il y a du vert dans la pièce. Et il y a également or. Or, ça veut dire que nous voulons une jeunesse dorée, un avenir radieux. Radieux. Voilà, soleil, parce que l'or rappelle aussi le soleil. Donc tout ça est lié en fait. Alors la deuxième question, où il me demande si je suis dans une secte Ishtar. La secte, oui, Ishtar. Oui, déjà je ne sais pas ce que c'est Ishtar et je ne suis dans aucune secte. Les gens, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question parce qu'il paraît que mon langage est assez ésotérique. Je ne trouve pas pourtant. Mais bon, j'essaye de simplifier les choses. Et si j'appartenais à une quelconque société secrète, je pense que je ne les renierais pas en public. Mais s'il y a quelqu'un qui sait que nous allons ensemble dans ces choses-là, il peut appeler ici à l'antenne. Moi, je suis sans souci. Je n'appartiens à aucune secte. Mes connaissances sont issues de ma tradition Betty et de ce que j'étudie dans les neurosciences. Et il faut savoir que je suis une lectrice quotidienne. Je lis tous les jours. Donc je m'informe et j'adore apprendre. Ce qui fait que l'information et la formation font partie de mon quotidien. Peut-être que les thèmes que tu as utilisés, qui ne sont forcément pas mauvais dans ton expression relatif à la dernière émission, le frère peut-être retrouve ça dans la secte en question dont il parle. Et c'est bien comme tu apportes la précision qu'il n'en est rien. Pourquoi est-ce que quand on est élevé spirituellement et qu'on a une facilité dans son expression, on a toujours tendance à catégoriser ce genre de personnes comme faisant partie des sectes ésotériques. Encore qu'il faut redéfinir même le terme secte qui ne renvoie forcément pas à un terme péjoratif. Et le terme ésotérique, c'est la science du silence. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, je pense que les gens peuvent être animés par la peur et la peur leur fait penser que toute nouveauté est une peur. Moi, je dis toujours, tout ce qui nous fait quitter notre zone de confort est inconfortable. Et donc, c'est bien que cet abonné ait manifesté cela parce que ça prouve au moins que lui, il manifeste son inconfort. Et donc ici, j'essaye simplement de le rassurer en lui disant que non, je ne suis pas dans une secte. Je partage mon savoir et je suis très heureuse de le faire. Exactement, ça n'a absolument rien à voir. Voilà qui est dit. Pour le choix des couleurs, et même le choix des couleurs que nous avons opté, ce n'est pas un fait du hasard, parce que les couleurs sont également très importantes, même sur la tenue vestimentaire, en fonction des jours de la semaine. Les couleurs ont un symbole très puissant. C'est pourquoi la couleur or que tu vois sur le logo de Kemet Télévision, ce n'est pas un fait du hasard, c'est justement fait exprès, parce que nos ancêtres lointains, les ancêtres pharaoniques, justement utilisaient de l'or. Lorsqu'on regarde même les sarcophages, quand tu vas dans la vallée des rois, dans la tombe de ces monarques-là, les sarcophages sont faits en or, il y a des objets d'or qui décorent justement leur tombe. Et la couleur verte, c'est pour l'espoir. Pour une Afrique qui
veut renaître, on a besoin de cette couleur-là qui nous donne la direction, de cet espoir, de cette prospérité que nous cherchons tous pour que renaisse véritablement, pour ne pas me répéter, ce continent. Donc, effectivement, c'est un petit piège, c'est celui de savoir comment tu allais définir ces différentes couleurs. Et je me rends compte effectivement que nous sommes vraiment en phase. Oh ben super. Félicitations, sœur au Kalim. C'était dans un test. Exactement. Nous allons donc entrer de plein pied dans la thématique de ce jour, qui, je vais rappeler, la femme africaine, gardienne de la mémoire et guérisseuse des lignées. Un thème fort à propos. Attendu. Parce qu'on m'a dit ça, on attendait ce thème. D'accord. La première question que je vais te poser sur cette thématique, justement, est celle de savoir que signifie pour toi la femme gardienne de la mémoire. Je pense que tu as déjà introduit à ce propos en rappelant que la femme porte en elle les mémoires. Elle porte en elle la vie. Et j'ai commencé à l'aborder mardi en disant que lorsqu'une petite fille arrive au monde, elle a déjà tout son matériel de reproduction. Donc, étant même dans le ventre de sa mère, elle a déjà une partie du patrimoine génétique de ses enfants. Donc, elle arrive avec cette vie-là. Et tout au long de sa vie, la femme va symboliser cette vie à travers ses règles. C'est pour cela que les menstruations sont très importantes chez une femme. C'est le symbole de la vie qu'elle porte en elle. Et quand une femme porte la vie, ça veut dire qu'elle se souvient de qui nous sommes, elle se souvient de sa famille, elle se souvient de son clan. La femme est un souvenir vivant en fait. Et elle le symbolise en nous donnant des enfants. Et j'ai aussi dit que l'utérus était la calebasse des mémoires. Parce que cet appareil a une incroyable capacité à enregistrer les informations qui seront transmises à tous les enfants qui vont se développer dans ce calice sacré. Exactement. Et lorsque la période menstruelle arrive et que la femme ne voit pas ses menstrues, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, oui. Puisque l'enfant symbolise aussi la richesse chez nous. On a parlé du verre tantôt. Donc, l'enfant, c'est d'abord la prospérité, l'abondance. Parce qu'un couple qui se rencontre, au départ, ils sont 2. Et après, ils deviennent 3, 4, 5, 6. Donc, il y a abondance. Et la femme est donc celle qui va manifester cette abondance-là. Tu as dit que l'utérus de la femme est une calebasse d'informations. Bon, pour celles qui se sont vues retirer l'utérus malheureusement par maladie, lorsqu'elles vont écouter cette émission, elles n'ayant plus d'utérus, est-ce qu'il n'y aura pas une certaine frustration? Ça voudra dire que comme elles n'ont plus d'utérus, ça veut dire qu'elles n'ont plus de mémoire sur le plan des informations. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe actuellement et que je trouve terrible. C'est qu'au moindre mal d'utérus, un problème lié gynécologique de la femme, on retire l'utérus. C'est-à-dire que ça se fait vraiment de façon automatique, il y a un problème. On ne cherche plus à soigner cet appareil-là. Je suis d'accord qu'il y a certaines maladies graves, comme des tumeurs, le cancer, où là, il faut retirer l'utérus. Mais je pense qu'on devrait rééduquer la femme à prendre soin de son utérus, surtout les jeunes filles. On doit les rééduquer parce que cet appareil n'est pas que physique, il est aussi énergétique. Et j'aimerais par la même occasion rassurer mes mères, mes sœurs qui n'ont plus d'utérus que lorsqu'il y a un retrait de l'utérus, il y a une reconstruction énergétique qui doit se faire. Mais on n'entraîne pas les gens à cela. Même s'il n'est plus là physiquement. Oui, physiquement. Donc, par un soin énergétique, la femme a la capacité de reconstituer cet appareil. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'est plus là au sens physique, mais énergétiquement, on peut lui redonner sa place. Et que les femmes apprennent aussi
à prendre soin de leur utérus. Un utérus qui a enregistré tous les coups, les mémoires, peut-être qu'il y a eu des IVG, des avortements, il y a eu des fausses couches, il y a même eu des grossesses, il peut y avoir des grossesses gemmellaires et tout ça. C'est des mémoires qui restent ancrées dans l'utérus, s'il y a eu un mort-né. Donc tout ça, on doit nettoyer sur le plan énergétique. Tu sais tout bien comme moi que la maladie ne commence pas sur le plan physique. Bien entendu. Elle commence d'abord sur le plan spirituel. Et quand j'entends ici plan spirituel, je dis plan énergétique. Et donc, si on soigne sur le plan énergétique, c'est clair que le physique est protégé. Donc, il faut qu'on réentraîne la femme à prendre soin d'elle-même. Pas seulement le make-up, ou les soins de visage, ou les ongles. Pour le paraître. Non. Non. C'est vraiment dans son essence profonde. Bon, certaines femmes te demanderaient, pour celles qui sont ignorantes, de comment est-ce qu'on prend soin de son utérus. On fait des soins énergétiques. Il y a, pour celles qui prient, il y a des prières destinées à l'utérus. Il y a même des séances d'hypnose que je fais pour nettoyer l'utérus. Oui, j'utilise aussi la PNL pour ça et j'ai déjà en pleine séance, les femmes quand on finit la séance, elles me disent mais c'est terrible tout ce que j'ai ressenti. Ouais. Encore qu'il faut prendre conscience, n'est-ce pas, de vouloir nettoyer son utérus. Prendre conscience de ça, que l'utérus également se nettoie. Oui. Pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel, donc c'est-à-dire énergétique. Il faut déjà d'abord prendre conscience de ça. D'où l'importance des émissions qui qui participent dans un premier temps à sensibiliser et à éduquer avant de prendre véritablement mettre en pratique quoi. Quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Alors, comme deuxième question, comment la femme participe-t-elle à la transmission des mémoires familiales? Bon, ici, il faut savoir que la femme, c'est la source. Et cette source-là, c'est-à-dire, c'est vraiment, il faut voir ça comme il faut l'imaginer, il faut le visualiser. Une source qui coule, elle coule avec tout. Donc, ça veut dire que la femme va être celle en qui les deux lignées paternelle et maternelle du futur enfant se rencontrent. C'est une réunion de famille qui se passe dans le ventre de la femme lorsque l'enfant est en train d'être conçu. D'accord? Parce que le papa vient déposer la semence. Et la femme a déjà en elle sa part. Elle a son ovule qui est là. Donc l'ovule ici va symboliser toute la famille maternelle. Et la semence de papa, la famille paternelle. C'est une réunion de famille. C'est une réunion de famille. Et qui doit nous donner quelqu'un en qui le côté maternel et paternel va se voir prolongé. Et la femme est donc chargée d'encoder toutes ces mémoires-là. La grossesse ne dure pas 9 mois juste parce que l'enfant se développe. L'enfant se développe, oui. Mais il y a une terrible danse spirituelle et énergétique qui se passe dans le ventre. L'enfant va beaucoup plus prendre de quel côté, papa ou maman. Déjà qu'elle a un pas d'avance. C'est que c'est elle qui va donner l'information finale, la mitochondrie. Donc elle a un pas d'avance. Et le papa aussi. Il ne faut pas que l'enfant arrive, il ressemble seulement à la maman. Donc il y a un accord, il y a des négociations qui se font dans le ventre de la maman. Et nous les femmes, nous pouvons témoigner de comment est terrible, comment se vit la grossesse. Parce que chez certaines femmes, ça va être très très simple, normal. Mais des femmes comme moi je suis enceinte, c'est 9 mois de maladie. Et chez certaines femmes également, c'est beaucoup d'agitation. Oui. D'autres deviennent laides, c'est-à-dire entre parenthèses, avec des boutons, elles sont agressives et tout. Parce qu'il y a elle est devenue le terrain d'une danse hormonale, bien sûr, mais aussi d'une danse spirituelle et énergétique, de tout ce qui se passe. Donc elle est là comme l'appui. Donc c'est la source, c'est le point de départ. Et elle va transmettre. Elle va transmettre des douleurs, elle va transmettre des joies, elle va transmettre des peines, elle va transmettre l'histoire familiale du papa aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit lésé.
Donc, il donne sa semence. Maintenant, le reste du travail, que ce soit physique ou même spirituel, se passe en la maman. En la maman. Quand, plus tard dans l'émission, quand on va aborder le volet sur la sexualité sacrée, dit-on souvent que quand les enfants ressemblent beaucoup à leur père, on dit souvent par intrigue que la femme n'était pas concentrée et que c'est le papa qui était concentré. Bon, est-ce que y a-t-il des mots qu'on prononce quand on fait la danse sacrée, donc c'est-à-dire l'acte sexuel, pour que l'enfant ressemble, que ce soit sur le plan physique et même sur le plan d'intelligent. Il y a des hommes qui sont extrêmement intelligents et souhaiteraient que sur ce plan-là, ses enfants lui ressemblent. Il y a des femmes également qui sont très très intelligentes et qui souhaiteraient que les enfants... Est-ce que quand on pratique dans la danse sacrée, est-ce qu'il y a des mots justement qu'on se dit parfois intérieurement pour... C'est une question comme ça. Non, non, c'est une question très intéressante. Et je pense que c'est une question qui va éduquer beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, nous avons tellement oublié nos traditions que nous ne savons plus qu'un enfant est un projet. Et un projet, ça se prépare. On ne se lève pas, on dit on fait un enfant. Même l'enfant qui arrive par hasard, on va dire que c'était bon, sous le coup d'un verre d'alcool. C'est un projet. Et ce projet, il peut être conscient ou inconscient. Et il est conscient et il est inconscient. Ça veut dire que moi, je sais en conscience que je veux tomber enceinte. Mais inconsciemment, la danse sacrée, la danse des ancêtres va décider du projet de l'enfant. D'accord? Et donc, on prépare la conception d'un enfant avant même que la maman ne tombe enceinte. Elle doit commencer par faire un nettoyage de l'utérus. Qui pense à ça? Mais et pourtant, nous allons à l'hôpital quand nous voulons tomber enceinte, on nous donne les vitamines, nous sommes d'accord. On nous donne des écorces pour nous purger, pour nous nettoyer, nous sommes d'accord. Là, on prend parce qu'on veut nettoyer le ventre pour que l'enfant arrive dans un espace propre. Mais on ne pense pas au côté spirituel et énergétique. Ce n'est plus ancré. Cette culture-là. Non, non, elle n'existe quasiment plus. Maintenant, pendant la conception d'un enfant, il y a aussi des choses qu'il faut faire. Les paroles peuvent être prononcées, d'où l'importance de la sexualité sacrée. Parce que là, on ne va plus concevoir un enfant comme si c'était, bon voilà, on veut juste un enfant. Mais qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant? Comment on veut qu'il soit? Il arrive au monde, il va être parmi nous. Nous voulons, c'est un étranger qui arrive. On veut l'accueillir comment? On ne fait plus. Donc, ça, on doit réenseigner les gens. C'est pour cela que j'organise souvent des cercles de femmes où je dois réexpliquer aux femmes l'importance d'être connectées à elles-mêmes quand elles sont en projet bébé. D'accord? Une femme doit ressentir quand elle doit même connaître le sexe de l'enfant. Elle doit savoir qui s'est incarné ou réincarné en elle. Exactement. Pas besoin à un certain moment d'aller faire l'échographie pour savoir le sexe de l'enfant. Non. Moi, je me souviens à toutes mes grossesses, quand j'arrivais chez le gynécologue, et il commençait, bon, je vais vous dire le sexe de l'enfant. Et je lui disais, comment vous avez su? J'ai dit, c'est mon enfant, il est dans mon ventre. Vous n'allez pas me dire quelque chose, vous n'allez pas me donner une information que je détiens en moi. Vous ne faites que, bon, ça vous rassure. Et dès que je dis, ça tombe net, il dit, c'est terrible, vous tombez toujours. Puis je dis, oui, je sais. Et je ne panique jamais quand je suis enceinte en disant, oh, si je pouvais avoir une fille, si je pouvais avoir un garçon, je sais le sexe. Il y a une préparation au préalable. Bien sûr. Qui te permet d'avoir une fille ou un garçon en fonction de... Et même, je parle à mon enfant dans mon ventre. Les femmes doivent savoir que des choses comme ça existe. Ce n'est pas de la magie. Une femme doit parler à un enfant dans son ventre. C'est son enfant. C'est son bébé à elle. Donc, à quel moment est-ce que tu n'es pas en communication avec un être que tu portes en toi? C'est un désastre. C'est un désastre. Il y a certaines même qui disent que il ou elle a même fait comment pour entrer. Moi, je ne voulais pas. Comment ça? Donc, c'est-à-dire, il y a une certaine façon de faire, une certaine façon de penser, et puis des paroles qu'on prononce. Oh, pourtant, cet enfant-là écoute. Il entend.
Si l'enfant fait le hoquet dans le ventre et qu'on l'entend, nous on l'entend, donc il entend tout. Si on ne désire pas un enfant, il faut donc être responsable. La parentalité responsable. Donc la sexualité sacrée va aussi entraîner la parentalité responsable. Parce qu'à partir du moment où on comprend que son énergie sexuelle doit être protégée, mais on va aborder ça plus loin, ben on ne peut plus faire tout et n'importe quoi. Exactement. On s'abstient ou on prend des décisions au moment opportun et on passe à l'action. Pour la transmission des mémoires familiales, à quel moment précisément la mère transmet? Est-ce quand l'enfant est dans le ventre? Est-ce quand l'enfant vient de naître? Est-ce que la transmission des mémoires peut être faite même quand l'enfant est déjà adulte? En fait, dès la conception, la mère commence à transmettre. Dès la conception, je peux même dire, la grand-mère transmet déjà. Ce n'est pas la maman qui commence la transmission, c'est la grand-mère chez la petite fille. Parce que, je t'ai dit ça l'autre jour, lorsque notre maman était dans le ventre de sa maman, une partie de nous était déjà dans le ventre de notre maman. Donc la transmission a déjà commencé, vu que l'enfant se développe dans l'utérus, la calebasse des mémoires, comme j'ai dit. Et puis maintenant, quand cet enfant va naître, l'enfant de 0 à 3 ans, et ça c'est les neurosciences qui l'expliquent, l'enfant photocopie, télécharge l'inconscient de ses parents. Ça veut dire que quand on est dans nos éducations avec nos enfants, ce n'est pas ce que nous disons aux enfants qu'ils font, c'est ce que nous faisons. Parce que cet enfant-là a encore la capacité de décoder les symboles. Ça veut dire qu'il est très fort dans l'imaginaire, parce qu'il n'est pas dissocié, il est encore corps et esprit, c'est-à-dire il est très... non, c'est le contraire, il est dissocié. Ça veut dire que lui, il a conscience que son corps est ici, son esprit est ailleurs. C'est comme ça que l'enfant fonctionne, en fait. C'est pour cela que dans les séances d'hypnose avec des enfants, il n'y a pas besoin de les dissocier. C'est-à-dire l'enfant est déjà dissocié. Donc son corps est là. Il sait ça, il est conscient de ça. Et son esprit est ailleurs. Et cet esprit-là se promène, il se balade. Donc il va télécharger l'inconscient des personnes qui participent à son éducation à ce moment-là. Tu n'as jamais remarqué que tu peux dire ne fais pas un enfant et il fait. Mais s'il voit que tu prends ce téléphone, il aura tendance à toujours venir prendre le téléphone. Pourtant, tu lui as jamais dit un jour, tu peux prendre le téléphone. Parce que l'enfant photocopie. Et à partir de 3 ans, il va commencer, mais même pas, il va toujours rester dissocié. Mais c'est vraiment la dissociation commence à partir de 7 ans. Où là, la réassociation commence à partir de 7 ans. Où là, il va commencer... Et là, l'enfant commence à prendre conscience. Voilà, il commence à savoir... On dit souvent que là, l'enfant commence à savoir le bien et le mal. Il a fini de télécharger. Maintenant, il va faire ses propres expériences. Et c'est resté gravé comme des informations. Oui, et c'est des informations qui restent dans l'inconscient. Donc, tout ce qui va se passer à ce moment-là, si un événement est difficile à vivre, l'inconscient va créer un rideau de fer parce que l'enfant n'est pas prêt à supporter une telle charge émotionnelle et donc va l'accompagner à développer des mécanismes de défense tels que la dépendance, l'agressivité, le caractère fuyant, le caractère contrôlant, toujours vouloir plaire, parce que papa et maman ont dit que si je suis gentil, j'aurai un bonbon, donc je dois tout faire pour être gentil. Donc là, ce sont vraiment les phases de croissance de l'enfant. Comme la petite fille commence à avoir les informations dès la grossesse de sa mère, qui est même encore en grossesse, bon, et s'il arrivait justement que celle qui naît, une fois adulte, n'arrive pas elle aussi à procréer, alors que devient ces informations? Elle meurt. Que veux-tu qu'elle devienne? C'est pour cela que le prolongement de la famille est important. Mais il y a un rituel à faire par rapport à ça. Les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, il faut planter un arbre. C'est aussi le symbole de l'abondance, de la continuité de la vie. Et cet arbre-là va nourrir les gens, un arbre fruitier qui va nourrir les gens du village.
les voisins. D'accord, tout ça. ça remplace justement Voilà. sa progéniture. Oui, exactement. Ok, d'accord. Alors pourquoi la guérison d'une femme influence toute sa lignée? Mais La bah, guérison. oui. Ça veut, cette question renvoie à une autre Mhm. ou alors à un constat. Ça veut dire que quand la femme également est malade, c'est pratiquement toute sa lignée, comme tu as dit dernièrement, Qui est malade. qui est malade. Oui. Et donc la question est celle donc de savoir pourquoi est-ce que la guérison d'une femme influence-t-elle toute sa lignée? Parce qu'elle est porteuse de la vie et porteuse d'énergie. Donc si une femme guérit, elle guérit, je l'ai expliqué l'autre jour, elle guérit ses mères d'avant, elle guérit ses filles, ses enfants. Donc la femme est le pont. Elle est la continuité de la vie. Dans cette continuité, elle continue le travail inachevé de ses ancêtres. Donc, quand elle guérit, même dans sa maison, une femme guérie dans son foyer, le foyer est calme, le foyer est chaleureux, le foyer est en paix. Épanoui. Il y a de la prospérité, de l'abondance dans ce foyer. Le mari voit les résultats de sa femme guérie. Ça veut dire que la guérison, tant spirituelle que matérielle, est d'une importance pour l'épanouissement de toute la famille. Oui, la guérison de la femme. La guérison de la femme est au centre, devrait être au centre de la société. Si les femmes guérissent, notre monde va changer. C'est parce qu'actuellement, la femme est extrêmement blessée. Et malade aussi. Oui. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai concentré Dame Lune sur les femmes? Parce que je sais que notre liberté, notre aisance viendra par la femme. Il n'y a rien à faire. Les hommes nous accompagnent, les hommes nous soutiennent, mais c'est nous qui initions. Ça se vit même au quotidien. Quand une femme est en paix avec elle-même, il y a une certaine harmonie autour d'elle. Oui, C'est-à-dire, quand elle te donne des bénédictions le matin avant que tu n'ailles au travail, consciemment ou inconsciemment, tu te rends compte en fin de journée, justement, que ta journée a été prospère. Oui. Et c'est dans tous les plans. mais Maintenant, quand tu as une certaine élévation, tu te dis, ah, c'est grâce à elle. Et maintenant, chaque fois que tu veux sortir le matin, allez chérie, bénis-moi. Elle peut te faire un bisou, dire des paroles, poser les mains sur toi. Et tu te rends compte que ta journée, même sur ta mine, tu as toujours bonne mine. Et certains se posent la question de savoir, mais toi, tu ne te fais jamais. Pourquoi est-ce que tu es toujours joyeux? Pourquoi est-ce que tu es toujours gai? Parfois, toi, tu n'arrives pas à expliquer. Oh, c'est parce que la femme étant guérie, envoie ces vibrations-là. Oui. Et tout autour d'elle, il y a une certaine harmonie. moi je vais te dire, je vais te prendre un exemple. Est-ce que dans les réunions de famille, un homme célibataire prend la parole? Non? Voilà. Qu'est-ce qu'un homme célibataire va nous raconter? Il n'a reçu aucune bénédiction le matin. Il n'est pas avec une femme qui va l'apaiser. Il n'est pas avec une femme qui va le guérir tous les soirs. Qu'est-ce qu'il va venir nous raconter à la réunion de famille? On ne l'écoute pas. C'est lui qui porte le vin, qui porte l'eau pour apporter aux autres. Aux hommes. Parce qu'on va lui dire que les hommes sont en train de parler. On ne lui donne même pas de don. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut regarder chez nous. Pourtant, une mère célibataire, à la réunion de famille, elle va parler, on va l'écouter. La femme fait le foyer, partout où il y a une femme, le foyer est là. Pourquoi? Parce que la femme porte le feu de la création en elle. En elle. Simplement. Donc, et je le dis souvent à mes sœurs, que c'est pas parce que tu es une mère célibataire qu'on doit venir te cataloguer. Mère célibataire, chez nous les petits, mère célibataire, parfois même c'était imposé. Moi j'ai ma grand-mère maternelle, elle est née fille unique. On a fait d'elle une mère célibataire imposée. Elle ne s'est pas mariée parce qu'il fallait qu'elle laisse la progéniture là dans le village de son papa. Elle ne s'est jamais mariée. Mais avec qui a-t-elle donc fait des enfants? Ben parce que la femme a cette capacité de prendre un homme et de le mettre chez elle. Parce que même dans notre société, ça se vit. Lorsque tu as
un certain poste de responsabilité dans notre société, quand tu n'es pas encore marié, on t'oblige à te marier, sinon tu perds un certain nombre d'avantages. Exactement. Donc c'est la femme qui fait la société. Et un homme change quand il a une femme. Un homme change. Puisque, c'est-à-dire, mais ça, écoutez-moi bien aujourd'hui. Vous faites changer les hommes. Il faut qu'on arrête de faire croire à la femme que c'est elle qui a besoin du mariage. Le mariage profite à l'homme aussi. Parce que le style vestimentaire du gars va changer. Quand il sort le matin, elle se rassure que son gars est bien habillé. D'accord? Comme ce matin, j'ai porté un autre chapeau. Elle a dit non, 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 ça ne va pas, ça ne marie pas avec la tenue là. Alors ces fils or là, ont pratiquement la même couleur avec la couleur or et ça marie. Oui. La femme va faire ça. Donc, c'est important. Et lui-même, quand on va voir l'alliance sur son dos, on dit, c'est un homme responsable, il est marié. Oui. La femme permet à l'homme de se voir à travers leurs enfants. C'est-à-dire que quand la femme accouche, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir si l'enfant lui ressemble. Donc, quand il voit, c'est mon enfant. Il se voit. La femme permet à l'homme de se voir lui-même à travers sa progéniture. La femme apporte l'abondance. C'est-à-dire, dans le foyer, c'est la femme qui fait l'abondance. Si tu étais prospère, dès que tu te maries, ça double, ça triple. Pourquoi? Parce que la femme est là. Parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est que quand ils partent travailler le matin, nous les femmes, on a une force inestimable. C'est-à-dire que quand il part travailler le matin, si par exemple à son boulot, il est frustré, il est stressé là-bas, quand il va venir le soir, le gars, il va vouloir être aux côtés de sa femme la nuit. Mais c'est inconscient parce qu'à ce moment-là, il va se décharger. Il va décharger ses émotions chez sa femme. Et comme la femme a son laboratoire interne qui est l'utérus, c'est elle qui va se charger de recycler ça et de lui redonner une nouvelle énergie. Ça, c'est une danse sacrée qui se passe. Et donc, quand la femme lui redonne, le matin, il se sent bien. Il se dit, mais elle a tout pris sur elle. Toute la décharge. Toute la décharge, elle a pris. Parce que, bon, voilà, il devait, lui, inconsciemment, il faut que je me décharge, il faut que je me décharge. Il se décharge chez sa femme. Et le matin, il se sent bien. Et la femme va peut-être dire, je suis fatiguée, je suis ceci. Et après, elle recycle quand même pour être de nouveau... Oui, elle recycle même d'abord pour lui redonner de l'énergie. Et puis même après, une femme ancrée, elle connaît quelques rituels qu'elle-même va faire et bon, pour libérer ça aussi. Bien que marcher pieds nus... se laver avec du sel. Voilà, elle décharge aussi tout. Mais c'est elle qui soigne son homme. C'est elle qui soigne son homme. Et ça va même au-delà du couple, hein. Même dans les sociétés, on s'est rendu compte, moi j'ai mené une petite enquête et que les femmes qui sont dans des postes de responsabilité, il y a toujours une certaine harmonie. Je l'ai dit l'autre jour dans le cadre d'une émission, moi j'ai fait 10 jours dans le sud du Cameroun et j'ai visité 20 villages et lesquels villages étaient administrés essentiellement par des femmes. Et dans chaque village, j'ai fait un vox pop. Pratiquement à l'unanimité. Non, vraiment, nous sommes en paix et nous vivons en harmonie. Voilà. Parce que la femme, elle nous irradie de son énergie. Même lorsqu'on a des intentions, en tant qu'homme viril, on veut faire des choses. Mais on se rappelle toujours à chaque réunion de ce que le chef nous a dit. Et puis ça nous... De ce que la mère nous a dit. De ce que la mère nous a dit. Parce qu'on appelle la mère maman. Vous savez, les Occidentaux sont toujours étonnés qu'on m'appelle maman. Ils me disent, mais vous n'êtes pas leur maman. Je dis, non, c'est une longue histoire. Et j'aime prendre l'exemple d'un pays comme le Libéria, un pays qui était en proie aux guerres civiles. Une fois que Ellen Johnson est arrivée au pouvoir, elle a stabilisé le pouvoir. Et même après qu'elle soit partie, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a laissé continue d'irradier les chefs d'État après elle. Et on n'a plus jamais suivi des guerres civiles au Libéria. Après que Ellen Johnson soit passée, il y a plein d'exemples comme ça là qu'on peut citer. À ce moment-là, on ne parle plus de femmes, mais on parlait des mères. Oui, la mère. Parce que la mère a le cœur. Elle porte ses enfants dans le cœur. Les enfants de toute une nation. Les enfants de toute sa famille. La mère. Mais Sœur Mokongo, est-ce que la femme africaine
a conscience de ce pouvoir de guérison intérieure? Oui, ça commence. Ça commence. Tu sais, on nous a beaucoup coupé de nos traditions, de nos racines. Mais maintenant, les femmes commencent à comprendre que la paix intérieure ne vient pas du mariage, enfin, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du travail. C'est vraiment, ça vient de ton essence, c'est-à-dire de la personne que tu es au fond de toi. Donc, les femmes sont en quête de connaissance d'elles-mêmes. Quand une femme me contacte, elle me dit, je veux savoir qui je suis. Et moi, je leur dis toujours, si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens. Donc, avant d'entrer dans un mariage, tu dois connaître comment les femmes de ta famille ont été mariées. Est-ce qu'elles étaient... Comment elles ont vécu? Elles ont vécu. Quelle était leur vie? Quel est l'archétype que tu vas prendre pour amener dans ton mariage? Est-ce l'archétype de femme forte, femme froide, femme soumise? Femme autoritaire. Femme autoritaire, femme qui reste malgré les enfants. Parce que ça, tu vas l'amener inconsciemment dans ton mariage. Est-ce l'archétype de la femme qui se sent toujours abandonnée et mal aimée? Parce que ce que tu peux avoir en conscience, ça tu le sais. En inconscient, tu ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des caractères aussi qui sont héréditaires? Exactement. Si par exemple tu observes que dans ta famille, les femmes étaient celles qui se taisaient, qui ne disaient jamais rien, qui disaient oui à tout, c'est un caractère. Est-ce que toi, ça va te profiter dans ton mariage où tu veux évoluer avec ton mari? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que on n'entraîne plus, on ne prépare plus la femme au mariage. Exactement. Il n'y a plus cette préparation-là. Moi, je sais que chez nous, les Bétis, il existait l'école des femmes qu'on appelait l'Ongunda. Donc, cet Ongunda-là permettait d'éduquer les femmes et les jeunes garçons au mariage. Et tous les aspects étaient pris en compte. Donc, et ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on dit à la femme maintenant? Fais l'école. Ton travail sera ton premier mari. Et donc, quand tu auras ton travail, aucun homme ne pourra te résister. Tu auras tous les hommes à tes pieds. C'est faux. Puisque je me retrouve avec des femmes qui ont des beaux boulots, elles sont au top, mais n'arrivent pas. Si elle est dans un foyer, elle n'arrive pas à trouver sa place dans son foyer. Ou bien tenir même le foyer. À tenir le foyer, elle ne sait pas. Ou bien même si elle n'est pas dans un foyer, elle est célibataire, elle a l'impression que les hommes la fuient, qu'elle ne rencontre vraiment pas chaussure à son pied. Pourquoi? Parce qu'on n'éduque plus la femme au mariage. Pourtant, le mariage est sacré. C'est le lieu par excellence d'élévation, de croissance. Tu entres là dans un pan de notre tradition et j'allais justement poser la question, celle de savoir en quoi est-ce que nos traditions reconnaissaient-elles déjà ce rôle sacré à la femme? Bon, tu es traditionnaliste. Bien sûr. Donc on ne va pas passer par 4 chemins. En fait, je pose cette question pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et donc moi je vais aller dans ce sens en disant, tu as déjà vu un rituel au village où il n'y a pas une seule femme? Pas du tout. Voilà. Parce que même s'il n'y a que les hommes, on nous dit c'est le rituel des hommes, on va aller chercher une femme qui va venir soit initier le rituel et partir, soit clôturer. Exactement. Donc la femme est incontournable dans la société. Et même, je vois chez nous les Bétis, quand par exemple on vient faire le silaou, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous raconte de quoi le défunt est décédé. Les hommes viennent redire ce que les femmes ont décidé à 3 h du matin. Ce que les femmes elles ont déjà parlé, elles ont fait un conclave à 3 h du matin, elles ont conclu. Et c'est cette conclusion-là que les hommes viennent dire. L'homme, c'est un être de lumière, de soleil. C'est lui qui doit être à l'avant. Il a l'autorité, mais c'est la femme qui a l'autorité. Il est viril, oui, donc c'est lui qui est devant. Voilà. Si un animal féroce arrive, c'est un homme qui va aller à l'attaque. Nous, les femmes, nous, on a le pouvoir. On est derrière. L'autorité mystique. Voilà. Donc, on est derrière. Quand un homme dit, je vais aller réfléchir, il ne réfléchit pas, il va demander conseil à sa femme. La nuit porte conseil, c'est la femme. C'est-à-dire, il va aller se coucher, il va dire, chérie, j'ai un problème là, je ne comprends pas. Et sa femme va lui donner une sagesse. Il va réfléchir encore lui-même. Il va se lever le matin.
il va aller dire à ses compatriotes, ses collègues, j'ai réfléchi cette nuit. Et c'est sa femme. La femme, c'est-à-dire nos traditions reconnaissent entièrement le pouvoir de la femme. D'ailleurs, il y a une célébration qui se fait chez nous, c'est un rite, chez nous les Bétis, le Muvungu. C'est la célébration de la puissance féminine. Justement, c'est de ça que j'allais parler parce que nous avions une matriarche ici qui a traversé, matriarche Nangonjoy qui a traversé, elle était inhumée il y a 1 mois et demi par là, qui nous disait justement dans cette émission, parce qu'elle était une grande unissime, prêtresse même du Muvungu, que les conclaves véritables se faisaient à partir de 3 heures, 4 heures. Et que les réunions du matin où vous voyez monsieur tout le monde, c'était juste pour transmettre le message. Ce n'était rien d'autre. D'où l'adage même, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et justement, quand j'écumais l'ouvrage de Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture, il expliquait comme le rôle des femmes en Égypte ancienne sur le pouvoir et la puissance même des pharaons. C'est-à-dire, tout se passait dans la nuit. Et quand le pharaon venait prendre des décisions, tout le peuple se reconnaissait dans cette décision-là. Mais parce que la femme même est déjà un être mystérieux. Il y a eu un cercle de femmes que j'ai organisé. Là, c'était vraiment pour expliquer aux femmes la constitution de leur appareil génital. On pourrait penser que, ah non, pourquoi expliquer ça, comment? Et j'étais surprise parce que les femmes ne se connaissaient pas. Et donc, quand je leur expliquais ça, je leur expliquais quelque chose. J'ai dit, regardez un peu l'appareil de l'homme. Tout est au même endroit et tout est visible à l'extérieur. C'est-à-dire, l'homme, quand on le voit comme ça, on voit tout. Mais regardez un peu comment la femme est faite. Le vagin est ici, l'utérus est là, les ovaires sont là-bas, les seins sont en haut. C'est-à-dire que... Même le clitoris n'est pas visible, même si elle se déshabillait. Oui. Donc, on a l'impression qu'elle cache un mystère. Mais quel est ce mystère? D'accord? Donc, les femmes doivent apprendre à se connaître. Une femme qui se connaît n'est pas manipulable. Elle est dans une douceur, elle est dans son rôle. Elle est dans la réalisation d'elle-même. Elle voit tout qui change autour d'elle. Elle fait bouger les choses autour d'elle. Elle met tout en mouvement. Elle canalise son énergie. Elle ne se perd pas dans les choses qui sont inutiles. Elle se concentre et se développe. Et si elle est mariée, elle bâtit son foyer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui gagnent de l'argent à travers ce sexe-là. Et elle ne s'en cache pas du tout. Elle dit que je vis grâce à mon sexe. Ce sexe-là qui est la porte des étoiles, qui est d'une sacralité qui ne dit pas son nom. Profané comme ça là, je me pose la question de savoir ce que sont ces femmes dans leur fort intérieur lorsqu'elles se regardent dans une glace. C'est un choix de vie qu'on ne va pas commenter. Est-ce que ce n'est pas aussi ce manque d'éducation là et qu'il faut davantage sensibiliser? Exactement. Si on commence à éduquer, on aura moins le phénomène, mais ça reste un choix de vie. Ce choix de vie qui peut-être est une conséquence d'un certain nombre de choses, parce que je ne verrai pas une femme qui a tout son potentiel, qui a sa tête sur les épaules, décider d'elle-même d'aller vendre, d'aller commercialiser son sexe pour vivre. C'est un autre débat, mais je pense qu'on va parler de ça un autre jour. D'accord. On va entrer dans un volet très important de cette émission, la sexualité sacrée. Alors, comment est-ce que la sexualité sacrée peut-elle aider une femme à se reconnecter à sa puissance, cette puissance dont tu parles depuis l'émission dernière? Donc, il faut savoir que la sexualité ne se limite pas à la performance, ni à ce qu'on nous a vendu depuis toujours, quoi. La sexualité est une attitude, la sexualité sacrée est une attitude de vie. Donc, la femme doit d'abord commencer par se connecter à son propre corps. C'est là où ça commence. Qu'est-ce qui, dans son corps, va faire que
cette reconnexion-là soit effective, la femme doit se connaître. Elle doit honorer qui elle est. D'accord? Et il ne faut pas qu'on pense que quand on parle de sexualité sacrée, ça entre dans le spiritisme et tout ça. C'est la connaissance de soi, de son corps, c'est honorer ses règles. Parce qu'actuellement, les femmes ont peur de leurs règles. Hein. Déjà, celles qui ont les règles douloureuses, et en plus, ça dure 5 jours, c'est fastidieux, et en plus, on n'est pas bien, on a des sauts d'humeur. Donc, ça commence là. C'est-à-dire, et savoir qu'est-ce que le sexe peut m'apporter. Je dis toujours... Sur le plan de sa pratique. Oui. Si le sexe crée les bébés, c'est simple. Si le sexe crée les bébés, qu'est-ce que le sexe ne peut pas créer? Montrez-moi une seule chose sur cette terre que le sexe ne peut pas créer. Même si, bon, je ne dirais pas sur le côté positif, parce qu'il y a un monsieur dernièrement qui est marié, hein, c'est ce qui est vraiment étonnant là, déjà, qui s'est retrouvé dans un motel avec une jeune fille, garant sa voiture à l'extérieur. Au sorti de là, il n'a pas retrouvé sa voiture, que sa voiture avait été volée, justement. Oui, oui. C'est aussi ce que le sexe de la femme peut apporter. On a un concept chez les bêtises, c'est-à-dire la puissance du sexe de la femme. Le sexe de la femme est très puissant. À la fois sur le plan positif et négatif. Je ne peux pas dire sur le plan positif, parce que quand je le dis puissant, les gens peuvent l'utiliser négativement. Mais moi, je préfère rester câblé sur ce qui est positif. D'accord. Le sexe de la femme est très puissant. C'est-à-dire, la femme, à elle seule, soumet tout un peuple. La femme peut enclencher des guerres. C'est-à-dire, il faut, si les gens ne savent pas ça, il faut faire très attention au sexe de la femme. C'est la calebasse des mémoires. Je t'ai dit l'autre jour qu'un homme, il prend sa vie, toute sa vie entière, il la donne à une femme en 1 minute. Elle peut faire ce qu'elle veut. Je dis bien ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Comme tu as dit la dernière fois, en 1 seconde, elle peut faire de ta vie. Elle peut décider de te propulser comme elle peut aussi t'éteindre. Il n'y a rien à faire. C'est qui tout double. La femme, donc cette sexualité sacrée-là, ça réentraîne la femme à se réconcilier avec son corps. Et plutôt à utiliser le sexe comme un outil de développement personnel. Pas un outil de plaisir seulement. C'est clair que le sexe apporte du plaisir et il faut en jouir. Mais on ne peut pas se limiter à ça alors. Parce que même les animaux sont conscients de leur sexualité. Oui. Tout dans la nature est conscient de sa sexualité, sauf l'être humain. Nous avons oublié beaucoup de choses du fait de la parole. Dès que nous avons parlé, il y a des choses qu'on a oubliées. D'accord? Donc la femme doit sa guérison tourne autour du rapport qu'elle a avec elle-même, de sa propre sexualité. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'ignorance. Tellement d'ignorance que quand on était un peu plus jeune, dans l'affirmation de soi, comme beau garçon, jeune et tout, on allait de femme en femme sans se rendre compte du danger. Avant, pour des cas comme moi, d'avoir l'appel des ancêtres un jour qui me disaient fais attention, tu es un messager et tu as une mission. Il faut faire très attention. Mais bon, je banalisais. Et puis à chaque fois que j'entretenais des rapports comme ça, il y avait toujours des malheurs qui suivaient. Tout de suite, je n'avais pas encore perçu l'importance et la profondeur de ça. C'est un jour que je passais par là, il y avait le miroir dans ma chambre. J'ai jeté un coup d'œil en passant, après je suis revenu. Je me suis méconnu. J'ai dit que mais attention,
Mais ça, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ça m'est revenu au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis dit, attention, je vais essayer, voir, de m'abstenir pour un temps. Et voir, après un mois, quand je reviens dans la glace, je regarde Niamsi qui était dans la glace. Ce n'était pas le Niamsi d'il y a un mois. J'ai commencé donc à percer ce mystère avant de me rappeler du songe que j'avais fait. On disait, attention, tu es un messager et tu as une mission. C'est à partir de là, effectivement, que j'ai compris que, même la sexualité peut détruire, et beaucoup plus chez les femmes, comme tu le dis tantôt. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir naturellement une énergie négative sur le plan de la sexualité? Ces femmes-là, à chaque fois qu'elles reçoivent un homme sur le plan de cette sexualité-là, il y a toujours des désastres chez ces hommes-là. Oui, tu sais, je dis, donc les hommes ont pensé que pour résoudre ce problème, il fallait chercher les filles, les filles vierges. Non. Aussi. Donc, la virginité aura un avantage, ce qui sera le premier. Mais la mémoire, je t'ai dit, a commencé dans le ventre de la grand-mère. Donc, une fille vierge peut être porteuse de poisse. Donc, il y a les hommes qui vont se dire, on m'a dit que quand je suis pas avec une fille vierge... Il passe au temps de dévier les petites oui, filles. mais il ramasse. Parce que l'histoire familiale, la mémoire familiale est là. C'est-à-dire qu'une petite fille qui grandit dans une maison, la mère même, c'est quand je dis que la mère a un rôle essentiel dans la maison, c'est la guérisseuse. C'est elle-même qui doit déjà commencer à se soigner. Cette guérison-là aura un effet sur ses enfants. Mais si la mère ne se soigne pas, la petite, dans sa calebasse sacrée, elle porte des mémoires. Et ces mémoires-là s'en foutent de la virginité ou pas. L'homme qui va venir là, il va ramasser. Donc il y a les femmes comme ça qui doivent d'abord elles-mêmes se soigner parce que ça ne va pas. Donc la virginité n'a absolument rien à voir. Ça ne... En fait, la virginité va jouer un rôle essentiel si la femme est déjà elle est guérie, que sa mère a peut-être fait si elle est pure. Oui, si elle est pure. Là, la virginité va protéger. Mais non. Mais non. Une femme qui a déjà connu les hommes peut être très clean parce qu'elle a pris conscience de son corps. Elle a commencé son processus de guérison. Elle connaît ses nettoyages de l'utérus. Elle connaît comment nettoyer son corps. Oui, elle sera plus clean qu'une fille vierge. D'accord. D'accord. Et comment cette pratique sexuelle-là sacrée peut donc aider la femme à se reconnecter à cette puissance-là? Y a-t-il, bon, je vais dire n'importe quoi, y a-t-il des positions précises, ou alors les positions c'est juste pour le plaisir, ou alors y a-t-il des choses que la femme peut dire pour se recharger lorsqu'elle pratique la danse sacrée? Donc, en fait, tu es en train de me demander de t'expliquer comment est-ce qu'on pratique la sexualité. Pas moi, à ceux qui nous écoutent, parce que j'imagine que tous ceux qui nous écoutent peuvent avoir autant, mais alors autant de questions parce que c'est un sujet d'une importance capitale, comme je l'ai dit en début d'émission. Les gens veulent savoir, les gens veulent comprendre. Pour celles qui sont malades, comment faire pour se guérir et comment est-ce que cette sexualité sacrée-là peut nous permettre de reconnecter justement cette puissance-là intérieure qui est en la femme. Il faut savoir que la sexualité sacrée, la sexualité en elle-même est une forme de communication. Donc, et dans cette communication, il faut d'abord se connaître soi-même. Communication avec soi, avec son partenaire ou avec la nature. Avec tout. D'accord. Il faut déjà se connaître soi-même. Il faut connaître son partenaire. Il faut être sur la même longueur d'onde. Tu ne vas pas aller pratiquer le sexe sacré avec un homme avec qui tu t'es disputé hier. Il y a encore les rancœurs. Qu'est-ce que vous allez fabriquer? Il faut savoir que le sexe passe le temps à créer. Donc, que consciemment ou inconsciemment, il est dans son rôle, il crée.
Donc, il faut d'abord ranger ces préalables là avant de passer à l'acte. Voilà, il y a les filles qui disent souvent que... Donc, une fille m'a posé une question une fois, elle me dit, ah, mais moi, c'est quand je fais les promesses avec mon homme qu'il y a plus de goût. Mais je dis, et tu n'as pas remarqué que vos problèmes continuent de plus en plus, ça ne s'arrête pas? Mais elle n'a pas tout à fait tort, hein, parce qu'il y a des cas où parfois vous ne vous parlez même pas, mais la rencontre de cette nuit-là sur le lit, parfois, et après le lendemain, bon, pouf! C'est-à-dire, c'est comme si l'acte sexuel a contribué à réparer ce tort-là, et puis chacun est ressorti. Pour un moment, parce qu'il y a eu une certaine osmose, il y a eu une fusion ponctuelle, mais après, le couple est comment? Est-il paisible? Est-il prospère? C'est vrai aussi, parfois on le fait, mais le lendemain, on reprend les mêmes habitudes. On dépose l'argent sur la table et puis on sort sans rien dire. Voilà. Le couple est comment? Donc, le sexe ne doit pas être un meuble. Le sexe est un pilier d'une relation. Et donc, comment le pratiquer? Il faut être en accord avec son homme. Il faut une bonne communication au préalable dans son couple. Il ne faut pas comment dire ça, une absence de transparence financière. Parce que c'est ça aussi qui crée les problèmes dans le couple. Il faut une vision, un projet commun. On a une vision, on se voit là-bas, nous deux. D'accord? Et donc on pratique le sexe avec intention. Qu'est-ce que... Oui, on est un couple, on a déjà nos enfants maintenant, on ne veut plus des enfants. Mais on fait quand même, on ne veut pas déverser notre énergie pour rien. On veut créer. Qu'est-ce qu'on crée? Il faut une intention. Il faut une intention. Oui, puisque quand on a déjà eu les enfants et qu'on ne désire plus le faire, on fait quand même l'amour pour cette danse sacrée-là pour continuer de fortifier cette union-là. Qu'il y a entre l'homme et la femme, pour le bien même des enfants. Voilà, et le rôle de la femme, parce que c'est la femme qui va initier l'homme. L'homme n'a pas la patience de faire tous les tralala préalables. L'homme n'a pas le temps là. Lui, dès qu'on le touche et qu'il est debout, lui veut déjà entrer. Dès qu'il est debout, il veut déjà entrer. Et même aller dire à un homme de revoir la communication dans le couple, non, pour lui, il parle, il dit ce qu'il a à dire. C'est la femme qui va ramener son mari tout doucement en disant non. Écoute chérie, parce qu'elle-même va apprendre d'abord à se calmer intérieurement, faire un calme intérieur, retrouver une sérénité profonde. Sinon on assiste aux couples, je les appelle les couples titans, c'est-à-dire les couples qui se blessent tout le temps. Je t'envoie un mauvais mot, tu m'envoies un mauvais mot, c'est-à-dire on est là. Qu'est-ce que vous allez créer? Et plus ça dure, plus ça s'installe définitivement et ça devient difficile justement de... Le sexe sacré nous permet de faire un état de la santé du couple. S'il y a une mauvaise santé dans le couple, une mauvaise santé financière, une mauvaise santé communicationnelle, une mauvaise santé visionnaire, c'est-à-dire le sexe va nous obliger à réparer tous ces pans-là pour pouvoir prospérer. Consciemment ou inconsciemment? Consciemment, je dirais. Inconsciemment, le sexe ne va pas réparer. C'est pas le rapport sexuel brut là qui va réparer. Non. Non. On va réparer, on aura l'illusion de la réparation pendant un temps, mais les mêmes problèmes vont revenir. C'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui qu'on va commencer à bien se parler. Bon, maintenant, on parle beaucoup souvent de la femme réparatrice. Bon, maintenant, en cas de frustration aussi de la femme, puisque la femme aujourd'hui aussi travaille, elle peut vivre des frustrations dans son boulot. Est-ce que le soir, en faisant la danse sacrée, ça peut lui apporter l'énergie nécessaire et réparatrice aussi de ces frustrations-là? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut qu'elle formule ça à son homme. Parce que nous, les femmes, on a souvent tendance à garder. À ne pas dire, parce qu'on nous apprend à être forte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de tout surmonter. Donc la femme, et je l'enseigne aux femmes que j'accompagne, il faut apprendre à être vulnérable et à montrer sa vulnérabilité. Parce que l'homme aussi, il a sa part de responsabilité. Si je ne vais pas bien, j'ai besoin d'un mot doux, j'ai besoin d'un chéri, ça va aller, j'ai besoin d'un je t'aime. Oui, ça me recharge énergétiquement.
un jour comme ça c'est une petite parenthèse et je veux partager ça. Donc j'avais remarqué que je commençais à avoir le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire, je sais pas, je n'avais jamais eu ça. Et ben, avant mes règles, j'avais mal. Et je me suis calmée, je me dis, mais avant, je n'avais pas ça. Pourquoi c'est arrivé? Un soir, j'ai dit à mon homme, écoute, il y a quelque chose qui m'arrive à chaque fois que je dois avoir mes règles, je ne comprends pas. Il m'a demandé comment je peux t'aider. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Il l'a fait. Et ça a marché. Oui. Il m'a juste demandé. Donc, parfois même nos hommes veulent aussi qu'on leur dise que fais ceci et ça va marcher. Bien, il faut faire ça. Ou dis-moi ceci. Pose-moi la main ici. Pose-moi la main ici en me disant je t'aime. C'est tout. Maintenant, sur la pratique en elle-même, il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui pratiquent la sexualité de façon bizarre. Je vais le dire comme ça. Et nous tous, nous l'avons fait. Tu vois, un homme, il descend dans le vagin de sa femme, il suce le clitoris, il suce le vagin. Et la femme... C'est fort, hein, l'émission d'aujourd'hui. Oui, peut-être qu'on devait mettre interdit au moins de 18 ans. Et maintenant, celles des femmes qui font ce qu'on appelle la fellation, ou pour certains hommes, elles prennent la semence de ces hommes-là par la bouche. Cette semence-là qui est censée aller dans le verre pour produire un enfant, elles prennent ça dans la bouche. Ce genre de sexualité-là, peut-on encore parler de sexualité sacrée? Est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur le plan de l'énergie à la fois de la femme et de l'homme? Comme je t'ai dit, c'est une question de choix et de responsabilité. Mais aussi, et tu as ajouté... Parce que les gens le font naïvement sans savoir ce que ça peut... Voilà, un manque d'éducation. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'éducation. On ne dit pas... Moi, j'ai un fils de 19 ans, donc je parle sexualité avec lui, voilà. Donc, je lui ai expliqué, nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Quand tu sais pourquoi tu fais ça, tu es conscient. D'accord? Tu es conscient de ce que tu fais. Tu connais les conséquences, tu connais les avantages. Quand tu sais pourquoi tu fais ça. Mais nous faisons beaucoup de choses sans savoir pourquoi. Parce qu'on est dans une éducation sociétale qui dit que dans le sexe, il faut inclure ce genre de pratique. Est-ce que moi, personnellement, ou toi, c'est quelque chose qui te botte? Voilà. Donc, je vais le faire pourquoi? Moi, je vais juste poser, je pose toujours la question aux gens. Pourquoi tu le fais? Pour le plaisir. Ils répondent, ah bon, que pour le plaisir? Et quand j'explique le phénomène énergétique, c'est là où ça attire l'attention. C'est là où ça attire l'attention, où la personne commence à dire, mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, mais on veut quand même le plaisir. Il y a d'autres moyens de se faire plaisir. Parce qu'on n'est pas, la thématique n'est vraiment pas la sexualité sacrée, sinon j'aurais parlé de ça. Ici, nous faisons juste une parenthèse comme moyen de transmission des mémoires aussi. Oui, et l'échange énergétique. Parce que aussi, comment on arrive à ramasser toutes les crasses, c'est par le sexe. Quand elle est sacrée, c'est une sexualité consciente. C'est une sexualité responsable. On ne commence pas à faire des pratiques parce qu'on a vu à la télé. Sexualité qui revigore au lieu de détruire. Voilà, la sexualité est censée redonner de l'énergie. Le lendemain, on doit être en forme, on doit être prêt. Et si après on est flagada, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Est-ce que sur le plan physique, il y a des bienfaits de la sexualité sacrée qui sont visibles? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Déjà le plaisir sexuel, si on reste sur le plan physique, permet une décharge hormonale des hormones de bien-être. La dopamine. Oui, voilà. Donc, et cette hormone-là va donc donner un bien-être. Donc, on peut voir le changement physique. Il peut avoir les avantages. Mais quand on pratique vraiment le sexe conscient, ces avantages-là sont plus durables dans le temps.
C'est-à-dire que le fait de repenser à ça, la décharge des hormones se refait. Donc on est dans quelque chose de bien en fait. On plane. Exactement. Oui. Alors pour poursuivre dans l'émission, y a-t-il des blocages que les femmes héritent souvent de leur mère ou même de leur grand-mère? Oui. Parce qu'au-delà de stockage d'informations que tu as appelé mémoire, y a-t-il des blocages justement que certaines femmes héritent à la fois de leur mère et même de leur grand-mère? Si oui, lesquels? Oui, au niveau du transgénérationnel, on hérite d'un mot d'ordre, comme je l'ai dit. La grand-mère peut avoir prononcé un mot ou des paroles ou s'être sentie frustrée. Cette frustration-là va se transformer en mot d'ordre, en injonction inconsciente. Ne sois pas heureuse dans le mariage. Et on va voir que toutes les petites filles qui se marient ne sont pas heureuses dans leur mariage. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, ce sont des injonctions inconscientes. Il est essentiel pour les femmes de connaître l'histoire de la famille, de savoir ce qu'elles portent en elles au niveau de ses mamans, de la lignée maternelle. Parce que la lignée maternelle, c'est-à-dire, donne déjà une vue sur le foyer qu'on va vivre. On attire qui on est, pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit. On attire ce qu'on porte dans son champ vibratoire, l'information qu'on porte. Je symbolise souvent le champ vibratoire par une grosse bulle qui t'entoure. Et cette bulle-là est faite de beaucoup de cercles. Et chaque cercle a des informations. C'est-à-dire, il y a des injonctions, il y a des forces, il y a des faiblesses. Et alors, quand je marche avec ma bulle de 3 mètres, mais je vais aussi rencontrer quelqu'un qui a sa bulle de 3 mètres. Et à un moment donné, si la personne porte ne te marie pas et souffre dans le mariage, ou bien ne te marie pas aussi, ben on se rencontre. Je vais même dire, bon, ne te marie pas. L'injonction de ne te marie pas, ne te marie pas. Ces mots-là se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la résonance. Et donc on va s'attirer parce que nous avons en commun une information et nous nous mettons ensemble, nous passons des années dans le vie, on reste. Et la femme commence à s'énerver, il ne veut pas me douter, il ne veut pas me douter, mais parce qu'il y a une injonction inconsciente des deux côtés qui s'est rencontrée et qui fait qu'on reste dans le vie, on reste. Ou bien même de mon côté, il y a une injonction inconsciente, ne te marie pas. Le gars, on se sépare, un mois après, il se marie. Mais avec moi, il n'a pas fait ça. D'accord. Et tu repasses ce genre de cas? Oui, bien sûr. Et lorsque tu le fais, bon, Oui. tu n'as pas besoin forcément de la grand-mère, mais ce lien énergétique permet justement de dénouer, comme tu l'as dit tantôt. Parce que pendant le décryptage, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller déterminer le mot d'ordre inconscient qui circule dans la lignée. On va le déprogrammer. On va reprogrammer quelque chose de positif. D'accord? Parce que quand tu connais l'histoire de tes mères, tu es à même de travailler dessus. Tu vas travailler sur quelque chose que tu ne connais pas. C'est compliqué. C'est ce phénomène qu'on appelle généralement malédiction ou bien malchance et que certains renvoient toujours à la sorcellerie. Mais je ne parlerai pas de malédiction parce que le mot est effrayant quand même. Disons. Moi, je préfère rester dans le blocage. Parce que la malédiction, c'est trop fort. C'est comme quelque chose, c'est comme un damné. Et pourtant, on n'est pas des damnés. On a des blocages. Et donc, dès qu'on a trouvé la solution, le mot d'ordre, on le déprogramme. On le déprogramme. Et la femme elle-même, elle revient dans son énergie, dans sa puissance. Mes coachés le disent, hein, je sens que je suis bien maintenant. J'ai même envie dans mon foyer, j'ai envie de... Parce que quand une femme est froide chez elle, tout est froid. Tu n'as jamais remarqué, quand ta femme part en voyage, pendant une semaine, ta maison est froide. Tu as l'impression que la maison est étrangère, t'es étrangère. Voilà. Que c'est d'autres personnes qui habitent à la maison lorsque tu rentres. Voilà.
Mais quand elle est là, il y a une certaine chaleur. Oui, voilà. Même si elle n'est pas à la maison, au moment où tu rentres, elle est au marché autre, mais tu sens toujours sa présence à travers une certaine chaleur là. Voilà. Et quand vous êtes en froid, toi-même tu vois aussi l'énergie de la maison change. Même les enfants savent qu'il y a le froid entre papa et maman. Et quand la femme décide de baisser un peu la garde, tout revient à la normale. C'est la femme qui tient le foyer. Vivement qu'elle ne monte plus de garde. Qu'elle ait toujours la garde baissée. Non, mais c'est parce que vous nous demandez mal. Vous nous demandez de baisser la garde dans la soumission. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas être un homme, un roi et marcher à côté d'une femme soumise. C'est-à-dire la femme qui est à tes côtés n'est pas ta rivale. Elle est ta coéquipière. Vous formez une équipe. Mais toi, tu brilles parce que tu es solaire. Tu vas briller en tant qu'homme. Mais cette femme-là, elle sait. C'est-à-dire que toi, tu brilles en tant que soleil. L'homme, c'est ça, hein, c'est le jour. La nuit, c'est fini. Moi, je prends les rênes. D'accord? Donc, ce n'est pas la soumission qu'on doit demander aux femmes. On doit leur demander la collaboration, la complémentarité. On doit demander aux femmes d'être à leur place. La femme n'est pas à sa place actuellement, c'est pour ça qu'il y a un problème. Tu sais, l'autre jour, j'ai mis un statut sur Facebook où j'ai dit le travail de l'homme, c'est d'aller travailler, de ramener l'argent à la maison. Si son salaire n'est pas suffisant, il doit prendre un deuxième boulot. Les personnes qui ont le plus réagi, ce sont les femmes. Et la femme, alors, elle sert à quoi? Et la femme, donc je dis, en fait, qu'est-ce que vous dites? Que parmi tout ce que vous faites, vous ne faites rien. C'est le salaire que tu ramènes qui fait ton rôle. Non, absolument pas. C'est pour cela que nous sommes dans cet état chaotique. Parce que les femmes se sont dit que je ramène le salaire, donc le foyer fonctionne. Et on observe quoi? On observe quoi? Le chaos dans les Le chaos, justement. Le chaos. Donc la femme peut ramener l'argent, mais son rôle n'est même pas ramener l'argent. C'est elle qui est responsable de l'harmonie du foyer. Beaucoup de femmes qui travaillent et donc des hommes parfois sont en difficulté, disent que, ou alors des hommes même qui travaillent disent que non, mon argent c'est pour moi et peut-être pour ma famille. Et maintenant, l'homme doit travailler pour toute la famille. C'est pourquoi je dis que Dame Lune ne doit pas essentiellement s'occuper des femmes. C'est un plaidoyer que je fais auprès de toi. Parce que l'homme également doit être éduqué. Et tu l'as si bien dit, il est le soleil. Oui. Il est viril. Il est ce qui est dur, il est ce qui est tendu. Oui. Donc, par conséquent, ce n'est pas toujours avec douceur qu'il appréhende les choses. Oui. Et cette attitude-là est transposée sur sa vie quotidienne. Quand parfois c'est l'homme qui a tort, l'orgueil fait en sorte que il ne se rabaisse pas pour demander pardon à sa femme. Or pourtant ce simple pardon là apporte de l'harmonie. C'est pourquoi je fais un plaidoyer pour que Dame Lune commence à s'occuper également de l'éducation des hommes. C'est très important. On va le faire. Il n'y a pas de souci. On va le faire. D'accord. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Alors, avant-dernière question, Sœur Mukongo Kali, Annick Mo, quelles pratiques simples vraiment peuvent aider une femme à se libérer ou alors à libérer sa lignée? Ça veut dire que, selon cette question, la femme ne vit pas seulement pour elle. Elle vit pour sa descendance. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire comme pratique simple, justement, qui puisse l'aider à libérer cette lignée-là? Elle doit déjà, comme j'ai dit, se reconnecter à elle-même. C'est-à-dire revenir à elle. Prendre conscience de son corps, de ses émotions. D'accord? Et alors, la pratique simple, moi, je dis toujours la libation. Vraiment, je n'ai pas une autre pratique, la libation. Bon, ce sont des termes que la femme africaine d'aujourd'hui n'en sait rien du tout. C'est-à-dire, elles sont concentrées
sur les mèches, sur le make-up, sur le communément appelé le njangsang, comment on va brunir, comment on va... Quand tu vas parler de libation, je suis certain que 8 femmes sur 10 qui suivent cette émission ne vont pas savoir de quoi il s'agit. La libation, c'est quoi concrètement, Sœur Mokongo? Comment on le fait et qu'est-ce qu'on dit pendant qu'on le fait? La libation, c'est simplement le fait de verser un peu d'eau par terre, réciter son arbre généalogique et poser une intention. Encore qu'il faut connaître son arbre généalogique. Voilà. Je suis une telle, fille de et de. Je dis le nom de ma mère et de mon père. Petite fille de, je dis les noms de mes grands-parents. Si tu les connais. Oui. Et peut-être même jusqu'à la 5e génération, tu peux les citer. Si la personne connaît jusqu'à la 5e génération, c'est bien. Mais elle cite jusqu'au niveau où elle connaît. En versant de l'eau, je peux simplement dire, aujourd'hui et maintenant, je prends conscience de mon existence. Vous êtes en moi, puisque tout le monde a ses ancêtres en lui. Bien sûr. Vous êtes en moi. Je libère vos peurs. Je libère vos craintes. Et je prends le courage, votre résilience, votre force. Simplement. Déjà, les gens qui font ça disent déjà que ils ressentent quelque chose de différent. On peut avoir la chair de poule. On peut se sentir... Exactement. On peut avoir des douleurs. Voilà. Parce que l'énergie va se manifester. Donc ça, c'est vraiment le rituel simple. En tout cas, si les gens veulent apprendre à faire la libation, ils n'ont qu'à aller sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, Facebook. J'ai mis une vidéo de libation. Dame Lune. Oui, Dame Lune. J'ai mis une vidéo de libation. J'ai même écrit un e-book pour la libation. D'accord. Donc, pour enseigner aux gens, parce que cette pratique, c'est le B.A.B.A. de nos traditions. Réciter son arbre généalogique. Verser un peu d'eau. L'eau nourrit la terre. L'eau libère, l'eau nettoie, l'eau apaise. Et la terre, elle est la mère nourricière qui nous donne tout ce que nous mangeons. Elle est transformatrice. Donc une intention qu'on dépose, on la libère, on permet à la terre de la transformer. Au pied de l'arbre, quand je verse l'eau. Peut-elle le faire avec autre liquide que l'eau? Bien sûr, on peut faire avec le vin, avec de la bière, avec du jus. Mais moi, je fais souvent avec l'eau, parce que l'eau pure, elle est neutre. Voilà, elle est neutre. Mais chargée d'énergie. On peut recharger une eau. À travers les paroles, justement. Oui, oui. Maintenant, d'autres pratiques, tu as parlé tout à l'heure de marcher pieds nus pour les femmes. Ça consiste à quoi? Et comment ça se fait? Parce que la terre, en fait, la terre sur laquelle nous marchons, elle est le réceptacle de toutes les énergies qui s'y trouvent. Et donc, quand on marche pieds nus, on décharge et on se recharge en même temps. C'est vraiment être en conscience et en présence. Marcher nus, pieds nus, en prononçant des paroles. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut activer ou libérer. Il y a malheureusement nos sœurs afro-descendantes qui sont en Europe. Et vous savez que vous avez construit l'Europe partout. Il n'y a pratiquement pas de terre dans certaines localités. À ce moment-là, comment peuvent-elles faire ce genre de rituel? Un pot de fleurs. On prend un pot de plante. On met une plante dans un pot et on pose chez soi. Moi, j'ai fait mon hôtel comme ça. Il y a mon arbre généalogique. Il y a le pot de... J'ai mis une plante dedans. Il y a une bougie que j'ai posée. J'ai mis une fontaine. D'accord? Et j'ai mis de l'encens. D'accord. Comment l'arbre généalogique est-il constitué physiquement? Est-ce sur papier? Est-ce sur un panneau? Est-ce sur un contreplaqué? Bon, il faut savoir que moi je fais des arbres généalogiques énergétiques. Donc c'est un arbre généalogique que j'ai dessiné. Moi-même, il est énergétique. Mais sinon, la personne peut faire un arbre généalogique sur un papier en mettant son nom, les noms de ses parents, le nom de ses grands-parents, jusqu'à la génération qu'il connaît.
Il pose à son hôtel, d'où À la son nécessité hôtel, d'avoir un hôtel. Un hôtel. On l'a dit plusieurs fois ici dans les émissions, il faut avoir son Le hôtel coin des quelque ancêtres. part. Mes enfants le savent, c'est le coin des ancêtres. Beaucoup ont peur de salir la maison. Oh, il ne s'agit pas de ça. Mais non. Le coin des ancêtres, chacun devrait l'avoir chez soi. Et ça peut être constitué de quoi pour toutes celles des femmes qui nous écoutent? Comme je viens de le dire, son arbre généalogique dessiné sur un papier, une plante dans un pot, hein, qu'on arrose, on prend le temps de l'entretenir, la nettoyer, une bougie, de l'encens. C'est tout. Si on veut, on peut poser quelques fruits, de l'huile, du sel, de la cola. On peut compléter selon sa culture. Exactement. Mais la base, vraiment, c'est les 4 éléments que je viens de citer. D'accord. Alors, comment la femme moderne peut-elle concilier sa vie quotidienne et sa mission spirituelle? Déjà qu'elle commence qu'elle arrête de séparer la vie spirituelle Très bien. et la mission et la vie quotidienne, La vie moderne. la vie moderne. Il faut qu'elle arrête de séparer ça. Parce que la spiritualité, ce n'est pas seulement les rituels, les bains. C'est l'attitude. Exactement. D'accord. Il faut qu'elle apprenne à vivre en conscience, en présence. Voici comment mes soeurs cuisinent. Allô? Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? C'est très mauvais. Parce que pendant que tu es en train de cuisiner, tu fais à manger pour tes enfants. Tes enfants vont manger l'énergie. Parce que la nourriture est censée nous donner l'énergie. Tout ce que tu parles au téléphone, là, ça va dans la nourriture. On ne cuisine pas en colère. Si tu es en colère, mieux tu laisses. Et Novelas aussi. On n'est pas concentré. C'était sur Novelas. On fait l'ail en regardant Novelas. Je ne suis pas en présence. Je ne suis pas en train de mettre l'intention dans ce que je cuisine. C'est-à-dire, la femme doit connaître la lune. Dame lune. C'est-à-dire qu'elle est cyclique elle-même. C'est-à-dire, elle est calquée sur la lune. Elle a les 4 phases de la lune. Son humeur change tout le mois. J'ai dû éduquer mon homme en lui disant, ne pense pas que pendant un mois, je vais être de bonne humeur. Il y a les phases où, quand je suis dans ma phase là, comme lui-même il dit souvent que quand elle est comme ça là, je rase les murs. Pour savoir la supporter. Parce voilà, que c'est ta femme. Voilà, c'est ma femme. Donc il rase les murs, il dit que la femme là, parce que la femme fluctue, son humeur change pendant tout le mois. C'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, elle sera très, joyeuse, enthousiaste. Et à un moment, elle va vouloir qu'on... Foutez-moi la paix. Elle est froide, elle est parfois agressive pour rien. Et c'est là où l'homme doit entrer en jeu. C'est-à-dire, soit il connaît sa femme, il sait que quand elle est comme ça, ce qui peut lui faire plaisir, c'est un chocolat. Il lui offre des chocolats. Ou bien elle veut simplement qu'on la laisse. La femme doit connaître, elle-même, elle doit connaître... Tu la laisses tout en étant vigilant. Voilà. Elle doit connaître ses propres phases, son cycle émotionnel qui est calqué sur son cycle menstruel, pour celles qui ne prennent pas la pilule, parce que la pilule, c'est un désastre. Donc, ça déconnecte complètement la femme. Pour celles qui ne prennent pas la pilule, elle doit voir, par rapport à son cycle mensuel, ses humeurs aussi. Est-ce qu'elle est de bonne humeur juste après les règles et avant les règles, comment est-ce qu'elle est? Donc elle ne doit pas s'interroger sur ce qui lui arrive. Voilà. Elle doit déjà savoir qu'à telle période, je serai comme ça. Les grosses fatigues. Pourquoi je suis fatiguée maintenant dans le mois? C'est parce que la fatigue, c'est aussi le quotidien de la femme. Il faut qu'on le dise. Parce que tellement elle porte, donc dans le mois, elle sera fatiguée. Elle doit apprendre à connaître ça. Cuisiner en conscience. Le jour, elle dit qu'elle fait le ménage chez elle. Elle doit connaître les phases de la lune où on fait le ménage. On ne fait pas le ménage chez soi à n'importe quelle date. Une femme ne fait pas le ménage chez soi. Elle peut faire tous les jours, mais elle doit avoir un jour où quand elle fait le ménage, grand ménage, elle met une intention. C'est la présence. Elle doit être présente.
C'est-à-dire, elle doit même avoir comment est-ce que je dois activer la prospérité, maîtriser le sexe sacré. Celle qui doit dire à son mari maintenant que bon, chérie, ce soir, prépare-toi. C'est elle qui va préparer le terrain, tout ça. Que ce soir-là, ça ne sera pas comme d'habitude. Ça va être autrement. La femme doit être présente. Mais moi, je vois mes soeurs, elles mettent toute l'énergie à fouiller le téléphone. Qu'est-ce que tu cherches dans le téléphone? Toujours dans le téléphone, toujours et toujours, de son mari. tout moment et en tout lieu, dans le téléphone. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a une énergie absorbante dans le téléphone. Lorsqu'elles deviennent accro, c'est-à-dire, ça les déconnecte. Oui, oui. Donc, et elles ne mettent pas l'énergie là où il faut. Quand tu mets, même si ton foyer va mal, et vraiment, je parle aux sœurs qui sont en difficulté, prends l'énergie, tu mets dans ton foyer pour le rebâtir. Mais parfois, on va mal, ça va mal dans le foyer. Au lieu de se concentrer à rebâtir le foyer, on veut raconter à tout le monde comment on souffre. On envie les autres et on oublie même l'essentiel de revenir à soi. Parce qu'une femme qui revient à elle-même, qui apprend à se connaître, elle met en mouvement tout ce qui est autour d'elle. C'est-à-dire que même son homme change. Les hommes, vous êtes comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé des pilules qui est un désastre. Pourquoi et comment est-ce que c'est un désastre pour la femme? La pilule d'abord même, c'est pourquoi et c'est pour, ça sert à quoi? La pilule contraceptive pour ne pas tomber enceinte. Donc, et cette pilule-là va modifier le cycle de la femme. Et va lui donner des fausses règles. Il y a même des pilules qui arrêtent complètement les règles des femmes. C'est pas bon du tout. Non, non, non. Les menstruations sont le cœur battant chez la femme. Mais il y a certaines femmes qui ont arrêté d'accoucher, mais disent que soit elles, soit leur mari sont tellement féconds au point où ils sont obligés d'utiliser les méthodes contraceptives, méthodes pour ne pas justement qu'elles tombent enceintes. L'hyperfécondation est une réalité et c'est rare. Et je dis souvent, comme un médecin nous disait souvent à l'hôpital, ce qui est rare doit le rester. D'accord? Donc on va parler d'un cas sur 1000. Restons dans la rareté. Maintenant, beaucoup de femmes ne savent même pas calculer leur cycle. Moi, quand je prends une femme, on calcule son cycle. Ce n'est pas que je vais faire un cycle femme. Je peux montrer le calcul d'un cycle lors d'un cycle femme. Mais un cycle ordinaire. Et je prends toujours la peine de dire aux femmes que chaque femme a son cycle qui lui est unique. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître pour calculer son cycle. Et la contraception est une affaire de couple. C'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de couple. Nous ne voulons plus les enfants tous les deux. Mais comment est-ce que moi je ne suis féconde que 4 jours par mois, je dois m'empoisonner tout le mois et toi, tu peux décider les jours où tu n'es pas féconde, c'est-à-dire que tu mets un préservatif. Pourquoi je vais m'empoisonner? Ou bien on calcule le cycle et on pratique l'abstinence. Pourquoi je vais m'empoisonner? Et d'autres femmes s'injectent même seulement. Voilà. Donc c'est parce qu'on laisse la responsabilité de la contraception à la femme qu'il y a un problème. Si les hommes commencent à s'impliquer en disant ma femme et moi, et ça fait toujours partie de la communication, de la sexualité sacrée, ma femme et moi, on ne veut plus d'enfants. Donc on parle d'abord, on met le projet sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire? En évitant bien sûr la pilule qui est un poison pour l'organisme. Je rappelle à celles qui ne savent pas, une femme qui fume et qui prend la pilule, elle va faire un AVC. Ce n'est pas elle peut, elle va faire un AVC. Une femme qui prend des pilules et qui fume, elle va faire un AVC. Ça alors? Parce bon à savoir. Oui, oui. Donc ce n'est pas elle peut, elle va faire. Si vous voulez, vous partez taper sur Google et mon ami, on va vous dire ça. Donc, et la pilule, avec tout ce qu'elle apporte, parce que c'est ça cause les cancers, hein, la pilule. Voilà, justement, j'allais poser la question de savoir les conséquences des méthodes contraceptives. C'est écrit sur les notices.
C'est écrit, il faut lire, c'est écrit sur les notices des pilules. Donc quand elle va prendre cette pilule-là, c'est-à-dire que l'homme même doit savoir que il se prépare à être veuf. D'accord? Alors, est-ce que je vais être veuf pour 5 minutes de plaisir parce que je mange la banane sans peau? Ou je préfère préserver la santé de ma femme et en me mettant moi-même, en m'impliquant moi-même dans cette méthode contraceptive qui est naturelle? Où là, la femme va apprendre à calculer le cycle, elle va enseigner à son homme le calcul du cycle et ils vont observer des périodes d'abstinence ou alors utiliser un préservatif qui est une méthode contraceptive mécanique. Ça ne tue pas. On n'utilise pas ça tout un mois. Et tu l'as si bien dit, la période féconde, ce n'est que 4 jours en un mois. Pourquoi? Elle sait que après être, ou c'est avant de saigner ou après avoir saigné, Oui. 4 jours, 2 jours, bien comment, je ne sais pas comment ça se passe, tu ne dois pas entretenir des rapports. Et même le jour où ça finit, il faut laisser même une marge de 2 jours. Oui. Puisque c'est ta femme, Tu ne discutes avec tu ne discutes avec personne. Donc s'il y a 2 ou 3 jours de marge, ce n'est pas tuant. Et après ça, tu vas récupérer le reste du temps, tu peux faire autant que tu veux. Voilà. Mais beaucoup de femmes, et j'en connais, d'autres même qui confessent qu'elles ont mis des trucs là, ça s'est même perdu. Le stérilet. Le stérilet, ça Oui. s'est perdu. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'on va torturer le calice de vie de la femme? Ouais. Le siège de ses mémoires en mettant un stérilet. On perturbe l'énergie de l'utérus alors que l'utérus est le lieu de création de la femme. Tu vois un peu? Donc on fait tout pour déconnecter la femme, pour la décentrer, pour qu'elle ne soit pas dans sa pleine puissance. Mais elles apprennent même tout ça où? Parce que nos ancêtres, nos grands-parents, quand ils décidaient d'arrêter de ne plus avoir des enfants, n'empêchait qu'ils continuaient d'entretenir des rapports sexuels. Mais ces histoires de contraception, je ne sais pas d'où nos femmes modernes, dites modernes aujourd'hui, viennent avec ça, avec toutes les conséquences qui en suivent, comme tu es en train de le dire. Là. Mais est-ce qu'on les informe? Problème d'éducation, Est-ce qu'on dit? une fois de plus. Est-ce qu'on informe les femmes? Si je ne veux pas tomber enceinte, je vais à la pharmacie, j'explique à la pharmacienne, elle va me donner une pilule. Je lui ai posé un besoin, elle a répondu. Mais dans mes cercles de femmes, c'est ce que j'explique. Parce que les cercles de femmes sont vraiment accessibles. Le prochain cercle arrive ici en décembre et c'est justement la guérison de l'utérus. D'accord. J'explique de façon concrète. Et c'est-à-dire qu'avec mes coachés même, on va plus loin. Comment est-ce qu'elle va parler de ça avec son homme? Dans les couples, beaucoup de gens ne savent pas parler. On est ensemble, mais on ne communique pas. Parce que l'éducation au mariage a foutu le camp. Lorsqu'on se croise, je t'aime, moi non plus, et puis on va voir les parents. On va voir les parents, on fait, et puis on se retrouve devant le fait accompli une fois qu'on est dans le couple. Et il y a des conséquences justement qui s'en suivent au fur et à mesure que le temps avance. Ouais. Et c'est extrêmement dangereux. On doit être deux. Deux adultes, mais parfois c'est deux gamins qui se retrouvent. Parfois un adulte, une gamine, parfois un gamin, une adulte, ou alors un parent et son gamin, ou une mère et son fils. C'est-à-dire, ça va se jouer comme ça. Hein. Le couple, c'est deux adultes. C'est pas... Le mariage n'est pas une affaire des enfants. Non, c'est deux adultes qui doivent être mariés. S'il y a un qui est enfant ou parent de l'autre, il y a déséquilibre. Et nous avons les mariages où c'est deux enfants. Ils vont s'engueuler là, s'envoyer les mauvais mots. Et puis ils partent encore faire, et puis ils s'engueulent, puis ça ne va pas. Et puis tu penses que... et puis tu as l'image de... Le couple, c'est toujours la bagarre. Des petits coups bas. Hein? S'envoyer des petits mauvais mots. Le matin, la nuit pour rentrer. Je les appelle souvent les couples titans. Les gens qui se bagarrent, mais ils sont toujours ensemble. Ils se blessent, mais ils sont toujours ensemble. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est l'harmonie. Je ne dis pas que vous serez toujours d'accord.
Mais vous pouvez même ne pas être d'accord, mais ça se passe dans le calme. Exactement. Ça ne crie pas. Exactement. D'accord? D'accord. Alors, ma sœur, pour sortir définitivement de cette émission, pour celles des femmes qui sont encore porteuses du poids du passé, quel message souhaiterais-tu leur adresser? À mes sœurs, je voudrais leur dire, vous savez... Ça, c'est en français. Après, tu vas faire un résumé en néono. Je voudrais simplement vous dire, mes sœurs, que ce n'est pas parce que vous m'entendez parler comme ça que vous allez penser que je suis née avec une vie parfaite ou que moi, je n'ai connu que la perfection dans ma vie. J'ai une longue expérience. Et cette expérience-là me permet de vous dire que le chemin pour une femme, pour sa paix intérieure, c'est d'abord de se reconnecter à elle-même. C'est là où on va commencer. C'est-à-dire, tu dois te connaître. Et pour connaître d'où tu viens, tu dois connaître, pour connaître qui tu es, tu dois connaître d'où tu viens. C'est là où il faut commencer. Prenez le temps d'aller dans vos familles, d'aller vous renseigner sur les femmes, comment étaient les femmes chez vous. Parce que quand tu sais d'où tu viens, quel est l'archétype de femme que tu portes, tu peux envisager ton avenir selon ce que toi-même tu veux. C'est ça. Et ce n'est pas un miracle, ce n'est pas magique, c'est simplement l'information. Et te concentrer sur toi-même, apprendre à canaliser ton énergie. C'est ce que je peux leur dire. Le chemin de la guérison commence par soi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te guérir. Tu as en toi toutes les capacités pour guérir. Donc, tu as besoin d'informations. Et Dame Lune est là. Assiste au prochain cercle de femmes sur la guérison de l'utérus en t'abonnant sur ma page Dame Lune. Voilà, et maintenant en langue maternelle, un dernier mot pour sortir. Mani me barre de soit à Yomi quand il s'attire à quoi tiens qui a. Et me yon me se voir, il peut se voir quoi voir pour aussi le manica. Me guanyanda, man guan vombi, Jim Bokfura, Jim Bokbelinga, Jim Wamba, Indil Bele ou Bamakia. Me para se quoi bana à Jona Ngulminga, je me suis quoi à Mosji. Bible se bien yemna, Minga Blingul. Kan gulina bisi sig benzo zamka min beben mi akaye mayena min tie ya bie da min gabel fungulina na atone ndobor a komrobot nya bie mi aye mana ya baka no kombo ya karfina kombo te anem fabor ba komben de kombo tani zambo na abelin aninvite porte ma mazoang mazmin voile na bi ha envirdi akombo virian sinsim ti han viriano virian sinsim dama yin makar bebe yang bam na to fo wa yen min dugi yin zoe wa yen na yin ya kikiwa a chawa yi to akuswam jangnu uba dugni yem zayuna asunu yem zayuna ya yem nu yasin na uyem fa waswa yang wa yem fa waswa we yem zayuna we yem fa waka gut yaga zang ha tre yem fa waswa we ki ben yem fa waka e asu ibwan bo women we bie jangno ubi voya sinsim si henyin voya nyo voya nemi be yem fi ingwani azu baya hubu nsien kombo nsinsim kombo da imorayina aye a toba jote aka ankulun tang ne balu ne damlun yin kulun tang ne ngati ya aklang mamwe achame min ban karacha smetele ajote ngata mamin bis mbamban samos ya bayen amos be mbabandu akiba Akiba Mokongo Okali, merci une fois de plus d'être venu. Merci également pour cette sagesse.
Et je te souhaite un très bon retour chez toi. Merci. Et tu vas embrasser ta famille de la part de Kemet Télévision. Oui. On restera désormais en contact et chaque fois que tu seras sur les terres, sur la terre-mère, on ne manquera pas l'occasion de te prendre pour que tu nous partages davantage ton expérience. Exactement. Infiniment merci. Merci aussi à vous aussi de m'avoir donné cette visibilité. Merci beaucoup. Voilà. Il est des femmes dont la présence réveille la mémoire du continent. Des femmes qui soignent non seulement les corps, mais aussi les âmes, les lignées et les générations à venir. Mokongo Okali fait partie de ces gardiennes de la lumière qui rappellent au monde que la guérison véritable ne vient pas seulement des hôpitaux, mais aussi du cœur, de la conscience et des racines. À travers son œuvre et son savoir, elle participe à la renaissance médicale, spirituelle et culturelle de l'Afrique en réconciliant la science et la sagesse ancestrale. Merci une fois de plus, chères sœurs, pour cette mission d'amour, pour ce combat doux mais puissant en faveur de la guérison du féminin africain et de la mémoire de nos peuples. Tu es une flamme qui éclaire le chemin de la reconnexion à soi et à nos ancêtres. 3 fois et à très bientôt.